Bonjour à tous, c'est Nina Grubeau, la fondatrice de Possibility Group, Attitude Entreprise et Acquise Formation. Je suis contente de vous retrouver sous cette nouvelle vidéo où on va parler santé sécurité au travail et notamment les enjeux de système de santé sécurité au travail. Et ce qui me gêne un petit peu, c'est quand je parle d'enjeux de système santé sécurité au travail, ça peut laisser sous-entendre que c'est quelque chose qu'on fait par choix, que c'est dans le but d'atteindre une certification ou quelque chose comme ça, alors que non. Il s'agit bien d'une obligation pour toutes les entreprises dès lors qu'elles ont leur premier salarié. Alors, autant donner qu'on n'a pas le choix, autant le faire bien, correctement, et puis utiliser ce que certains pourraient considérer comme une perte de temps, une contrainte, comme une opportunité de faire mieux et beaucoup mieux. Dans cette vidéo, je vais vous parler des 4 enjeux qu'on a jugé pertinent de mettre en avant pour vous prouver qu'on a du travail à faire de façon générale, mais qu'on peut en faire quelque chose d'intéressant si c'est bien fait et correctement fait. Le premier enjeu de système santé-sécurité au travail est bien sûr l'enjeu humain, le facteur humain. Si vous avez embauché quelqu'un, c'est que vous aviez du travail. Même si on est en système associatif, on n'embauche pas quelqu'un pour le beau plaisir d'embaucher quelqu'un. On embauche quelqu'un parce qu'on a un boulot à lui fournir et on attend un certain résultat, une certaine productivité. Dans le monde, chaque année, on dénombre pas moins de 2,8 millions de morts et on est à près de 380 blessés et maladies professionnelles du fait de son activité. Alors littéralement, pour gagner sa vie, on perd sa vie. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et on est quand même... Rappelez-vous, est-ce que vous vous rappelez de l'accident qu'il y a eu, de l'effondrement de l'usine au Bangladesh? C'était l'usine Rana Plaza en 2013, où c'était une usine de fabrication de vêtements pour de grandes marques en France et en Europe de façon générale, qui faisait produire une très grande quantité de vêtements dans des conditions humaines, sociales et sanitaires pour les habitants de ce pays. Rana Plaza se trouve au Bangladesh, effroyable. Quand le bâtiment s'est effondré, il y a eu plus de 1100 morts. Alors ça a été un vrai électrochoc, puisque c'est vraiment cet accident qui a été à l'origine. Je suppose quand même que l'organisation ISO commençait déjà à réfléchir à une mise à jour de la norme OSH 18001, qui est une norme qui est un référentiel en matière de santé et sécurité au travail. Mais ça a été l'élément déclencheur, l'élément facteur, parce que 2 ans après, la nouvelle version est sortie sous le nom de l'ISO 45001. Pourquoi ça a été un déclencheur? Parce qu'on s'était rendu compte que c'est pas le simple fait de passer par un prestataire ou un sous-traitant ou un fabricant ne déléguait pas, ne pouvait ne pas prendre en compte la responsabilité du client. Ici, les grandes marques avaient totalement fermé les yeux sur le fait que là où ils faisaient fabriquer leurs vêtements, les conditions de travail minimum n'étaient pas assurées. Alors ils se sont dit oui, non mais c'est pas nous, c'est notre prestataire en déléguant leurs responsabilités. Ça se passe pas comme ça en fait. En tout cas, ça se passe plus comme ça et j'espère que ça va aller beaucoup plus dans ce sens. On ne peut pas déléguer une certaine forme de maltraitance à quelqu'un d'autre, et encore plus parce qu'il est dans un pays où la vie est déjà extrêmement difficile et qui se trouve loin. Donc tant que le consommateur il ne voit pas, mais c'est pas mon problème, ça c'est le problème du prestataire qu'il voit avec ses salariés. C'est comme ça se passe dans ce pays, on n'a pas à se mêler. Ouais non mais cette histoire de on n'a pas à se mêler, c'est pas notre problème, ça arrange quand on a envie que ça nous arrange. En matière de santé et sécurité, en tout cas la norme ISO 45000 va dans ce sens.
on ne peut pas fermer les yeux sur ce que fait notre prestataire et notre sous-traitant. S'il embauche des enfants, on se retrouve directement responsable puisque c'est notre commande qui lui permet, c'est notre argent qui lui permet de faire travailler des enfants dans son activité, dans son usine. Et je reviens en France parce que on a, je ne veux pas dire qu'on n'a pas, mais on a énormément moins de personnes qui sont dans des conditions de travail aussi extrêmes qu'au Bangladesh, parce qu'on a différents systèmes qui existent, comme l'inspection du travail, etc., qui permet de limiter cet effet. Mais on n'est quand même pas moins à 1200 morts, 1200 décès par an. C'est l'équivalent de 5 décès par jour. Dans un pays dit développé comme la France, on est à 5 décès par jour. Vous vous rendez compte que littéralement, 5 personnes par jour perdent leur vie pour gagner leur vie. On a quelque chose qui ne va pas. On est à 620 morts pour accident du travail, parce qu'il y a plusieurs catégories, accident du travail, accident de trajet et maladie professionnelle. 620 morts accident du travail, 260 morts accident de trajet, c'est-à-dire que je pars de chez moi pour aller travailler, je perds la vie. Je sors du boulot pour rentrer chez moi, je perds la vie. Il y a quelque chose qui va pas. Ou encore 420 maladies professionnelles. 420 maladies professionnelles. Le deuxième enjeu est l'enjeu économique. C'est pas parce que la sécurité sociale prend en charge une partie du salaire de la personne qui est absentée que ça ne vous coûte pas de l'argent en tant qu'employeur. Si c'est ça votre calcul, vous avez tout faux. Parce que quand la personne est absente, il vous faut un remplaçant. Ou bien, même si c'est vous qui le faites, mais c'est beaucoup plus d'heures, ce remplaçant, c'est un intérimaire, il ne connaît pas le taf, il ne connaît pas la boîte. Le temps de formation, le temps qu'il soit aussi productif que celui qui est parti en arrêt maladie, ça vous coûte de l'argent. Si on est sur une démarche de prévention, on limite, on annule les accidents du travail, on annule les maladies professionnelles, ou bien en tout cas on fait tout pour arriver vers cet objectif de 0 accident du travail, 0 maladie professionnelle, on va réussir à réduire les coûts directs et indirects liés donc hospitalisation, incapacité de travail. On peut diminuer le taux de cotisation. Par secteur d'activité, il y a un taux moyen. Si on arrive à prouver qu'on a mis en place un plan d'action, et pendant un certain nombre de mois, d'années, on arrive à prouver que, écoutez, nous, on n'a eu aucun accident du travail, on peut faire diminuer son taux d'accident du travail auprès de la sécurité sociale et donc des cotisations. Le coût du remplacement et de formation des nouveaux collaborateurs. Le risque aussi, et tous les coûts qui sont indirectement liés à l'absence de salariés productifs. On a aussi l'augmentation de l'efficacité de l'entreprise. Si le matin, on n'arrive pas avec la boule au ventre en se disant que peut-être demain, ce soir, je ne vais pas rentrer chez moi ou quelque chose de ce style, on est forcément beaucoup plus productif, voyez-vous. Pas de turnover. Parce que dans les maladies professionnelles, dans les accidents, ne voyez pas que les accidents où il y a du sang. Il y a aussi tout ce qui entraîne un burn-out. Il y a aussi tout ce qui est lié au harcèlement sexuel notamment, au harcèlement moral. Si vous avez dans votre boîte un patron ou un manager qui s'amuse littéralement à démotiver un collaborateur qui est pas loin du pervers narcissique, la productivité de la personne qui est en souffrance, elle est quasi nulle en fait. Quant à la créativité, on n'imagine même pas. L'innovation, on oublie ça direct. Et pour le coup, en travaillant avec vraiment cette démarche de santé, sécurité au travail, sur le plan économique, on arrive à une équipe plus solide, on arrive à une équipe motivée, on arrive à une équipe in fine innovatrice et on peut atteindre pour le coup de nouveaux marchés et de nouveaux clients. Cette
démarche de prévention nous permet d'avoir au moins une réduction. Je vous donne des chiffres, des stats en fait, des statistiques qu'on a retrouvées sur les sites comme l'INRS ou gouvernementaux, de moins 25% d'absentéisme, une réduction du turnover de 3,5%. Et surtout, l'un des chiffres qu'on a retrouvé qui était extrêmement intéressant, c'était une rentabilité sur les entreprises qui ont vraiment et réellement investi dans la prévention au travail, une rentabilité, 1 euro investi en santé et sécurité au travail leur rapporte en moyenne 2,22 euros. Et ça, ce chiffre-là, je l'ai trouvé extrêmement intéressant. On arrive au troisième enjeu, il s'agit de l'enjeu juridique. Et pour expliquer mes propos, je vais faire un petit peu d'histoire. On va monter avec vous dans le temps et vous parler de la Révolution française. Juste après la Révolution française, il y avait très peu, voire non pas du tout, de réglementation en matière de santé et sécurité au travail. C'est même un concept qui était totalement inconnu. On faisait un peu ce qu'on voulait, quoi, en termes de prix de salaire, de conditions de travail. La notion même de conditions de travail n'existait pas, donc imaginez, c'était la fête, quoi. Et les pouvoirs publics ont commencé à se pencher sur le problème vers les années 1830. Pas parce qu'ils se sont dit, ouf, les pauvres malheureux, ils sont en train de souffrir. Non, pas du tout. Parce que 60 à 70% des jeunes hommes qui devaient intégrer l'armée, parce que l'armée était obligatoire, ne pouvaient pas parce qu'ils étaient déclarés inaptes. Donc ils ont confié vers 1840 à un certain docteur Villemé la charge d'étudier en fait le phénomène, d'essayer de comprendre pourquoi on avait autant de jeunes hommes qui ne pouvaient plus intégrer l'armée. Donc après plusieurs années d'enquête nationale, il sort un rapport qui était assez catastrophique. En fait, qui disait la vérité sur l'état physique et mental des ouvriers qui était une horreur. Et ils ont même d'ailleurs de nouveau pointé des exemples d'usines textiles encore qui faisaient travailler des enfants dès l'âge de 5 ans et pendant plus de 15 heures d'affilée. On est dans les années 1830-1840. Ensuite, là a été mis en place un certain nombre de lois ont progressivement et très lentement été mis en place. Ce n'est qu'en 1892, le nombre d'années qu'ils ont mis en place la loi sur le travail des enfants, les filles mineures et les femmes dans les établissements industriels. En 1919 apparaît le premier tableau sur les maladies professionnelles, en 1919. Bon, là on parlait surtout du plomb et de ses différents composés. En 1976, on arrive sur la prévention des accidents du travail, donc cette notion même de prévention. Et en 1991 apparaissent les premiers principes de prévention des risques professionnels. Donc les choses se sont mises en place très lentement. Et il y a un principe qui prédominait pendant toutes ces années, en fait, depuis le début de la prise de conscience, ça a été le principe de précaution. C'est un principe qui dit en gros, si on ne sait pas, si on n'a pas suffisamment d'éléments techniques, humains, matériels ou de recul nécessaires pour savoir si un produit ou un procédé est dangereux, on ne l'utilise pas, on ne l'applique pas. Dans les faits, dans la vraie vie, dans la réalité, ce principe de précaution a été utilisé. Oui, et il n'a souvent pas été utilisé quand les enjeux financiers étaient le plus élevés. Alors, on ne va pas se mentir dans cette vidéo, on est entre nous, comme on dit. Prenez l'exemple du chlordécone aux Antilles. Non seulement on savait qu'il était dangereux, mais on a continué à l'utiliser dans les plantations de bananeraies alors qu'ils étaient interdits en France hexagonale. On savait qu'ils étaient dangereux pour l'environnement, on savait qu'ils étaient dangereux pour l'humain, l'ouvrier, mais aussi les consommateurs, et on a continué à les utiliser. Donc le principe de précaution,
Ok, c'est joli sur le papier, mais dans les faits, ouais. Toutefois, la réglementation pose la base que l'employeur est responsable de la sécurité de ses salariés. Sa responsabilité, d'abord sur le plan civil. L'employeur, l'entreprise, cette fois-ci on parle de personnes, là je parle de personnes morales, sera recherché par la victime, donc la responsabilité civile de l'entreprise sera recherchée par la victime, tout simplement sur le terrain de la faute inexcusable devant le tribunal des affaires de la sécurité sociale, afin d'obtenir réparation pour les préjudices non remboursés, non indemnisés par la sécurité sociale. Et sur le plan pénal, la responsabilité pèse sur le chef d'entreprise, en tant que personne physique, le chef d'entreprise lui-même directement, dans la mesure où il est tenu de veiller personnellement à l'application des règles destinées à protéger la santé et sécurité de ses travailleurs, qui sont placés sous son autorité. Le fait de... Vous savez, vous connaissez certainement le ibon-consart. C'est en d'autres termes, on va appeler ça de la négligence. Le fait de ne pas savoir que c'était interdit. Le fait qu'on ait hésité, on ne voulait pas prendre de décision parce que tu comprends, il y a un tel qui ne veut pas. Si on lui dit de faire, il ne sera pas content, il est un peu soupolé, etc. Ça conduit inexorablement à la faute inexcusable de l'employeur. L'employeur n'a pas une obligation de moyens. L'employeur n'a pas une obligation de moyens. C'est pas parce qu'un tel, pour pouvoir répondre c'est pas parce qu'une entreprise utilise tel moyen pour limiter ou arrêter totalement un risque que vous êtes obligé d'utiliser les mêmes moyens. Un employeur a une obligation de résultat. Tout ce qu'on veut, c'est qu'il n'y ait pas d'accident, qu'il n'y ait pas de maladie professionnelle. La façon dont vous y prenez, ça c'est... Limite, ça ne regarde absolument pas la sécurité sociale. Enfin, limite, hein, avec des guillemets, hein, on est d'accord. Mais, obligation de résultat et pas de moyens. On arrive au quatrième enjeu, qui est l'enjeu stratégique. Êtes-vous d'accord avec moi que pour parvenir à une image de marque, pour une entreprise, ça prend du temps, ça prend vraiment beaucoup d'années. C'est pas, on prend l'exemple de Lamborghini, de Google, d'Apple, de Samsung. Enfin, toutes ces entreprises n'existent pas depuis hier. Ça leur a pris du temps de construire une bonne image, une image de marque, une image d'entreprise respectable. Mais, donc du coup, il faut tout faire pour limiter ce risque de bad buzz. Et s'il y a bien quelque chose qui fait bad buzz, c'est bien un accident mortel. On voit malheureusement on voit un petit peu trop souvent ces actualités avec des accidents mortels. En 2017, je vous mets l'article juste là, chez Tipiak, il y a eu un accident mortel. On a aussi en 2019 l'accident mortel chez Total, où là, et en plus c'était titré malgré un accident de travail mortel, Total refuse de respecter la loi. Bon, Total n'est pas à son premier, malheureusement probablement pas à son dernier. On a malheureusement dans l'actualité, il y a beaucoup trop ce type d'événements qui entachent l'actualité et qui montrent que très concrètement, on a encore du boulot pour convaincre, dans un premier temps, les employeurs qui restent réticents à la mise en place de systèmes santé-sécurité et pour aussi convaincre ceux qui sont déjà plus par contrainte réglementaire, parce qu'ils sont très surveillés par l'inspection du travail et autres, donc qui vont mettre en place, qui vont même jusqu'à aller recruter
des responsables sécurité, des animateurs sécurité, mais à qui on ne donne absolument aucun moyen ni technique, ni humain. Vous connaissez certainement des responsables sécurité ou des animateurs sécurité où on leur dit gentiment, remplis tes 2-3 formulaires, mais si tu peux te taire le plus que possible, ce serait pas mal. T'as vu ce risque-là, mais fais comme si tu l'as pas vu, laisse ça de côté, mais pourquoi tu parles autant? Mais si tu dis ça, mais le mec il va pas travailler, s'il travaille pas, on pourra pas produire, et comment on va faire? Et en face, vous avez aussi ces salariés qui pourraient clairement, le responsable sécurité ou l'animateur sécurité ou le coordonnateur, peu importe le titre, en tout cas la personne qui a la charge d'identifier les risques, de proposer des moyens de prévention et d'accompagner dans la mise en place de ces moyens de prévention est considéré soit comme un policier avec tout le côté négatif qu'il peut avoir derrière, ou au pire comme un gratte-papier, parce que très clairement derrière, l'employeur n'en a strictement rien à faire. Il a l'obligation de le faire, il le fait. Il paye les gars à la fin du mois, c'est ça le plus important. Tout le monde est payé. Après, s'il y a un accident du travail, il est où le responsable sécurité? Alors, si vous êtes responsable animateur sécurité et que vous êtes dans cette position, j'ai envie de vous dire, faites toujours votre boulot consciencieusement. Les écrits deviennent vos meilleurs amis. Notifiez tout ce que vous pouvez notifier, mais continuez à faire votre devoir au-delà de votre obligation contractuelle, mais faites votre devoir d'informer chaque fois qu'il y a un risque potentiel. Après, c'est à vous de trouver la solution. Comme rappelez-vous, je disais tout à l'heure qu'on a une obligation de résultat et pas de moyens. C'est à vous de trouver la solution qui permet de sauver la vie du mec sans pour autant arrêter la production. Et c'est là que les rencontres entre différents responsables sécurité, qu'ils soient au nom de votre secteur d'activité, est la meilleure chose à faire pour pouvoir faire immerger votre créativité. En résumé, 4 enjeux en matière de santé sécurité au travail. Enjeux humains, parce qu'on a besoin des gars pour travailler. Sans eux, aucune entreprise ne vaut pas plus qu'une simple ligne. Stratégique, parce que l'image de marque est vraiment ce qui permet à une entreprise de pérenniser dans le temps. Juridique, parce que légalement, l'employeur et l'entreprise a l'obligation de ne pas tuer ses salariés. Je vais le dire juste comme ça. Et puis économique, parce que si on a un turnover incroyable, si on a des accidents à répétition et voire même des suicides comme à l'époque de France Télécom, je peux vous dire que l'ambiance du travail et la productivité, elle est nulle. Je vous dis à très bientôt sur la prochaine vidéo.